d'indice de faillite. Donc, plus que c'est élevé, meilleure est la santé financière et la gestion du crédit d'un individu. Par exemple, si on veut faire un comparatif facile, exemple, si vous voulez faire un prêt hypothécaire avec un assureur hypothécaire qui est la SCHL, il se base sur une cote Bécune qui est au bureau de crédit de 680. Donc, ça permet aussi de délimiter aussi au niveau des emprunts. Donc, quand on se rend compte dans un bureau de crédit qu'il y a des retards, des fois, il peut y avoir un retard. Souvent, qu'est-ce qu'on voit? C'est souvent le cellulaire. Bon, on a oublié, on est parti en voyage. Bon, moins maintenant, là. On part en voyage, on a oublié de payer. Un retard justifié, il n'y a pas trop d'enjeu. Mais quand il y a plusieurs retards suite à un événement, mais chacun des crédits tombe en retard, la cote, qu'on appelle la cote Bécune, diminue. Et là, c'est là que le prêteur va faire comme, oh, la cote, elle est basse. Donc, est-ce que je vais faire un emprunt, que ce soit une marge de crédit de 5 000 ou une hypothèque de 300 000? On analyse le bureau de crédit de la même façon. Donc, on regarde le comportement de la personne face à ses engagements. Et c'est le questionnement qu'on dit, bien, est-ce qu'on veut faire un nouvel emprunt, puis est-ce qu'il va être en mesure de payer? Donc, voilà. C'est vraiment le Bécune, le bureau de crédit, c'est un bulletin, tu l'as bien dit, nous, financiers. Ça s'améliore, mais ça peut se détériorer très rapidement. Je retiens deux éléments. Premier élément que je trouve super intéressant, la cote de crédit, c'est une histoire. Donc, on peut changer son histoire également. Donc, ce n'est pas parce que présentement, la cote de crédit est très, très faible qu'il n'y a pas moyen de remonter le tout. Oui, tout à fait. C'est possible de le remonter. Je vous dirais, c'est beaucoup facile de la faire descendre. Du moment qu'on ne paye pas, la cote descend assez rapidement, donc parce que ça se fait rapidement. Mais pour la remonter, il faut remettre ses finances en santé. Donc, il faut démontrer que les paiements se font de façon régulière à chaque mois. Puis c'est aussi important le respect des dates. J'ai des personnes qui me disent, ben oui, mais ma date était le 10, je l'ai payé 12. C'est en retard. C'est un retard de 2 jours, ça apparaît comme un retard de crédit. Donc, il faut que les personnes démontrent qu'ils font leur paiement à date, qu'ils paient les montants minimum et graduellement, ça va remonter. Quand on voit des gros retards au bureau de crédit avant de faire un nouvel emprunt puis qu'un conseiller rencontre la personne, on va suggérer qu'il stabilise le bureau de crédit pour une période minimale de 6 mois à 12 mois. Et après ça, on va réévaluer pour l'emprunt. Puis si on voit que ça ne s'est pas stabilisé, donc l'emprunt ne peut ne pas être fait à une personne qui en a besoin. Donc, le bureau de crédit et la gestion de ses finances, c'est super important. Une des questions du groupe, c'était comment s'y prendre pour gérer son crédit en temps de crise. On a eu quelques éléments de réponse, mais donc c'est rembourser périodiquement. Quelle autre action qu'on peut poser pour mieux gérer son crédit, sa cote de crédit en temps de crise en ce moment? Tu sais, la gestion financière, c'est qu'est-ce qu'on doit se concentrer parce que la cote de crédit est la résultante. Donc, pour gérer une cote de crédit, dites-vous que vous gérez vos situations financières. Si on veut juste gérer la cote, aucun impact. C'est vraiment la gestion de nos finances qui fait en sorte que la cote de crédit va soit s'améliorer ou soit détériorer. Donc, première des choses, je vous dirais, en temps de crise, il faut faire l'état de la situation. Quels sont nos engagements? Quels sont mes prêts? Carte de crédit, marge de crédit. C'est quoi mon budget? On sait qu'il y a des personnes qui ont perdu leur emploi, c'était difficile, donc il y avait la PCU, mais il se peut que la PCU n'était pas suffisante pour pallier à tous ces engagements-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a des allègements dans les institutions financières pour aller dégager des paiements. Donc, si ça n'a pas été fait, bien, je vous invite rapidement à communiquer avec votre institution financière, avec l'émetteur de votre carte de crédit pour dire, bien, je ne l'ai pas demandé, mais finalement, je ne m'en sors pas. C'est super important d'en parler et faire en sorte pour dire, bien, si vous pouvez faire le report de paiement maintenant, puis ça vous donne un souffle, faites-le. Parce qu'en tant que tel, même si on est en période de COVID, le bureau de crédit ne sera pas écrit COVID-19. Là, on le sait maintenant, mais dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, nouveau conseiller, ça va rester dans un bureau de crédit jusqu'à une période. Donc, on peut voir ça jusqu'à 7 ans dans un bureau de crédit, les retards. Donc, c'est important. Donc, c'est vraiment la gestion. Donc, état de situation, c'est quoi mon budget? Je communique avec mon conseiller, puis qu'est-ce que je suis capable de payer pour pouvoir se dégager aussi, parce que c'est une forte pression pour les consommateurs d'avoir plusieurs emprunts. Fait que, oh mon Dieu, je ne peux pas rembourser l'ensemble. Et là, j'ai un impact sur ma cote de crédit qui va un impact à plus long terme encore que la COVID-19. Donc, super important. Puis d'aller chercher les conseils financiers pour faire l'état de la situation. Justement, quel rôle peut jouer le conseiller financier dans cette situation de crise-là? J'ai vu des femmes me dire, bon, ben,
mon conseiller, il pourrait être mon fils, j'ai pas l'impression qu'il me comprend. Comment on peut s'y prendre justement pour aborder son conseiller? Oui, on a beaucoup, autant chez nous, où ce que je travaille, dans des jardins ou des organisations financières, hein, beaucoup de nouveaux conseillers et c'est pas la première fois que je l'entends, de mon dos, il pourrait être mon garçon. Je suis pas sûre qu'il me comprend. Donc, c'est important, hein, quand on parle de finances, c'est personnel. On va avoir une relation de confiance avec la personne. Tout d'abord, c'est lorsqu'on prend rendez-vous avec le conseiller de mentionner, bien, je viens justement pour discuter de mes finances. Moi, le conseiller, quand ils ont un rendez-vous, exemple, elle vient faire une demande de marge de crédit, puis des fois, les gens, c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent parler de leurs finances, donc de bien mentionner de quoi qu'on veut parler. Donc, échanger avec le conseiller lors du rendez-vous, de me dire nos attentes. Souvent, on me dit pas, on arrive à un rendez-vous, puis le conseiller, bien, il part, hein? Ils ont comme un peu un ordre du jour, ils s'en vont, de dire, moi, je suis là pour parler de ma gestion financière, j'aimerais savoir vos conseils. Dans le cas où ben, ça ne fonctionne pas, ça l'arrive, hein, j'en ai eu comme gestionnaire, malheureusement, des situations où ça ne fonctionne pas entre le membre et le conseiller, ben, demandez à parler au superviseur ou au gestionnaire de l'employé. Parce que tu te dis, hein, c'est plus dans la façon de le dire. La crise est nouvelle pour tout le monde. Hein, mais tout à fait. donc, on peut demander à voir quelqu'un d'autre, on peut demander à parler au supérieur. Il n'y a pas de gêne à avoir nécessairement. Non, pas du tout, parce que même souvent les gens ont une gêne, mais ça va encore plus aider parce que le conseiller que vous rencontrez, en effet, c'est nouveau même pour les conseillers avec beaucoup d'années d'expérience qui ont vu un raz-de-marée de questions de report de paiement. Donc, le dire au gestionnaire ou au superviseur, c'est même la meilleure chose à faire. Pourquoi? Parce que nous, on peut accompagner le conseiller. Il était que nouveau en caisse, mais il peut avoir plusieurs années, puis il n'a jamais fait face à cette situation-là. Donc, c'est aider le conseiller et l'institution financière, puis surtout, c'est de conserver la relation de confiance avec son institution financière parce que le gestionnaire va être en mesure de dire, bien, parfait, il y a peut-être un autre conseiller qui va accompagner selon la situation. Des fois, on a des choses détenues dans une institution financière, mais on a d'autres choses ailleurs. Donc, des fois, on a le portrait de caisse, si je regarde ma situation, mais des fois, les gens ont des placements ailleurs. Et quand on regarde la situation globale, mais c'était qu'un autre type de conseiller, comme un conseiller de gestion de patrimoine, qui pourrait encore mieux accompagner le membre. Donc, gênez-vous pas, dites-le, levez la main. Et habituellement, ça nous fait plaisir d'appeler nos membres, regarder avec eux puis trouver des solutions. Ben, c'est rassurant de savoir qu'il y a cette possibilité-là. Une Oui. autre question qui revient quand même assez souvent ces temps-ci, les épargnes. Est-ce que dans une situation de crise comme aujourd'hui, c'est prudent d'utiliser ces placements avant d'aller vers des solutions d'allègement comme on peut voir? Comment vous trouvez ça actuellement en caisse? Les situations, est-ce que les membres se demandent, est-ce qu'on utilise nos épargnes avant? J'ai même entendu quelqu'un dire, je vais prendre mes REER, je ne veux pas aller emprunter. C'est quoi la position? C'est sûr qu'il faut trouver une solution adaptée à la situation de la personne. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui fasse un retrait REER parce que sa situation lui permet, mais c'est important de regarder tous les impacts. Un retrait d'épargne versus l'utilisation du crédit. Il faut valider quel type d'épargne puis quel type de crédit. Exemple, tu l'as bien dit, REER, quand on tombe dans un retrait REER, on est dans trentaine, quarantaine. On est impacté parce qu'il y a des impôts, puis on est impacté une deuxième fois lorsqu'on fait les impôts parce qu'on a encore impacté, on nous impose partout. Première chose qu'on regarde, c'est est-ce que la personne elle a des liquidités. Quand on parle de fonds d'urgence, ben, c'est important d'avoir un fonds d'urgence. Hein? Fait que ça, c'est fait en sorte que quelqu'un problématique. C'est important aujourd'hui, en tout cas. Oui, c'est ça. Donc, les gens peuvent aller dans ce fonds d'urgence-là, qui est facile d'accès. Alors qu'un REER peut être dans des fonds, des produits enregistrés, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut voir tous les impacts fiscaux sur le membre. Et là, on va être en mesure de regarder, par exemple, durant la crise, surtout au début, ceux qu'il y en a qui ont vécu avec les fonds des jardins, moi-même, j'en détiens, et mon dos, ça a descendu rapidement. C'est normal. Et c'est ça. Et les gens, faites quoi? Ah, mon dos, je veux retirer. Non, il y a une stratégie. Fait que derrière tous vos placements, si vous avez une stratégie avec le conseiller, appelez le conseiller. Pourquoi? Vous avez vu les placements. En tout cas, pour moi, je suis très contente maintenant. Je respecte, ça a remonté. J'ai tout récupéré. Qu'est-ce qu'on avait comme perdu? C'est une théorie. On l'avait perdu, mais c'est remonté. Donc, le conseiller. Mais s'il y a des épargne, exemple, qui est facile de retirer, oui, ça peut valoir la peine à la place de payer, exemple, un prêt ou une carte de crédit qui est à 20 %. Donc, oui, possibilité. Par contre, le crédit aussi est à regarder. Selon votre situation, est-ce que vous avez une marge de crédit personnelle? Est-ce que vous avez un prêt hypothécaire qu'on peut refinancer? Il y en a eu beaucoup quand même durant la période de gens
qui ont refinancé un taux hypothécaire, qui sont quand même très avantageux. Actuellement, on a des taux très intéressants. Donc, selon le dossier, on a fait des refinancements, on a payé des dettes et les personnes ont fait un paiement. Donc, le prêt hypothécaire. En plus, bien, certains ont profité pour faire des travaux sur la maison. Beaucoup de personnes à la maison actuellement qui font des travaux, ils en ont profité. Il y a des marges hypothécaires. Et même votre carte de crédit, il faut valider dans la gamme de cartes que vous avez. Avez-vous la bonne? Il y en a qui ont des taux réduits. Donc, au lieu de payer un taux à 19 donc des fois, il y a des frais annuels, mais il peut y avoir un taux environ à 10 donc, des fois, ça vaut la peine de regarder la gamme de produits que vous avez pour aller chercher puis diminuer les taux d'intérêt que vous payez. Donc, ça va tout... En cours de route, c'est faisable. En cours de route, on peut demander une réduction de taux. Il doit y avoir un petit frais à payer, mais ça doit quand même valoir la peine pour... oui, tout à fait. Puis même durant la période de la COVID, et comme je disais à Desjardins, donc on fait des diminutions de taux. Il y a des choses qui ont été faites, mais oui, il y a des gammes de produits. Des fois, on a une carte de crédit, ça fait longtemps qu'on a, on n'a jamais changé. Des fois, c'est depuis notre cégep, notre université, on avait une carte étudiante, on ne l'a pas vraiment changé. Puis des fois, on peut avoir des avantages, des cartes de crédit qu'on ne sait pas. Donc, cette période-là permet de revoir qu'est-ce qu'on détient, autant au niveau de l'épargne, le fonds d'urgence qu'au niveau de mon crédit. Mais est-ce que je paye trop d'intérêt? Puis qu'est-ce que je pourrais avoir de plus avantageux pour moi? J'ai aussi vu des cas où est-ce que des gens avaient des assurances soldes et ne le savaient pas. Donc, je pense que c'est vraiment une opportunité de voir son conseiller, poser les questions. Puis quand on se sent un peu qu'il y a beaucoup trop d'informations, aller rencontrer quelqu'un parce que parfois on paye beaucoup trop, parfois il y a des sommes qu'on pourrait réclamer qu'on ne réclame pas parce qu'on ne le sait plus, on ne s'en souvient plus, ça fait longtemps. La situation est nouvelle pour tout le monde, tant pour les conseillers que pour les consommateurs, les membres. Donc, je pense que c'est vraiment un bon point que d'en profiter pour faire le tour de son portefeuille. Tout à fait. Autant pour nouveaux déplacements que pour le portefeuille de crédit. Donc, c'est une gestion globale. Et voilà, fait que juste de dire, ben je vais, tu sais, il y a des gens qui ont dit, ben là, ma marge de crédit, je vais utiliser, mais le taux d'intérêt était trop élevé. Donc, des fois, on ne pense juste pas. Comme le refinancement, des fois, les gens disent, ben là, je ne vais pas refinancer, je ne vais pas repasser chez notaire. Mais il y a des clauses maintenant d'un contrat depuis plusieurs années qui nous permettent de refinancer parce qu'il y a des enregistrements à 120 c'est un petit peu technique, mais vous pouvez refinancer directement en caisse avec des preuves, donc on doit demander, mais sans passer chez le notaire. Puis des fois, les gens ne le savent juste pas. Donc, des fois, c'est une possibilité. Puis comme le taux est plus bas, des fois, ben, ça vaut peut-être la peine de regarder ce type de taux-là. Donc, le conseiller peut faire le tour du dossier, voir avec la personne qu'est-ce qui est possible de faire, puis trouver une solution qui peut être à l'avantage de la personne qui est en besoin d'une structure financière ou qui a vraiment des questions pour... Puis, des fois, juste avoir le conseil nous permet de prendre des décisions. Des fois, on ne sait juste pas qu'est-ce qui est à faire et qu'est-ce qu'on peut avoir comme solution. On a été un petit peu plus loin que la cote de crédit, mais quand même, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, la cote de crédit, moi, ce que je retiens, c'est l'histoire du consommateur. L'histoire se change. Il y a moyen d'augmenter sa cote en respectant les délais prescrits, en respectant les échéanciers. Puis, ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'emploi actuellement ou que c'est plus difficile qu'on ne peut obtenir de financement ou de refinancement. Donc, il y a des moyens et chaque cas est particulier. On ne peut pas voir le cas de tout le monde, mais en allant rencontrer son institution financière, il y a souvent l'ouverture. Hein. J'ai eu des gens qui ont eu peur de se faire enlever leur maison ou une reprise de finances. Je pense que c'est... Vous pouvez me corriger si je me trompe, mais les institutions financières, généralement, vont chercher des solutions et non pas à mettre les gens encore plus dans le besoin. Ben oui. Donc, oui, tout à fait. Ben, il y a eu ces inquiétudes-là, donc c'est pour ça qu'il y a eu des allègements pour aider les gens, puis dire, ben, on est là pour ça. Et tout ce qu'on vient de dire, dites-vous que tout ça a un impact sur votre code de crédit. Donc, si on paye bien, on prend des attentes, on perd avec l'institution financière, on fait des rapports, il n'y aura pas d'impact négatif. Par contre, si on dit, oups, je lâche prise, je ne paye pas pendant 2-3 mois, les conséquences sur votre code de crédit vont être importantes. Donc, si, exemple, au mois de septembre, vous avez un projet d'achat, ça reprend, on a des belles nouvelles, on dit que la valeur des maisons vont diminuer, puis ben, ça se peut que votre prêt soit refusé parce que la cote de crédit aura eu trop d'impact durant les derniers mois. C'est sûr qu'on regarde toujours la situation générale, mais on regarde quand même comment les gens se sont comportés durant cette période-là.
j'ai retenu le mot entendre, prendre des ententes. Des fois, on n'a pas d'argent, on n'a pas plus de liquidité, on veut prioriser le panier d'épicerie et les enfants, on peut prendre des ententes. Puis l'entente, ça peut être vraiment moitié ou très peu par rapport au paiement habituel qu'on a l'habitude de prendre. Est-ce que ce sont des genres de situations que vous rencontrez en ce moment? Oui, on parle beaucoup de report de paiement, mais il y a des personnes qui voulaient continuer à payer leur prêt comme un prêt hypothécaire. C'est le meilleur exemple. Par exemple, quelqu'un payait 1 000 $ par mois. Il a dit, ben, écoute, moi, j'aimerais ça payer 500 pour les 3 prochains mois. Donc, c'est une réduction de paiement. On le fait. Il y a des gens qui payaient seulement les intérêts et le capital n'était pas payé. Donc, on a vraiment plusieurs allègements qu'on peut faire, autant je veux dire, des gestions financières qu'avec les cartes de crédit. Il y avait même avec les financements automobiles. Donc, ça vaut la peine de prendre peut-être quelques heures, de faire l'état de la situation pour dire, bien, parfait, je vais appeler mon concessionnaire, je vais appeler l'institution financière et prendre entente pour voir qu'est-ce qu'ils m'offre et se libérer un peu de cette pression-là qui n'est pas facile durant les dernières semaines et derniers mois. Parce que quand on prend une entente, bien, ça n'impacte pas la cote de crédit. Le bureau de crédit est informé, les différentes compagnies. Donc, on est quand même protégé pour la fameuse cote qu'on veut garder plus haut. Oui, parce que si on le fait après, exemple, on ne paye pas pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis OK, je vais prendre entente, mais dites-vous que les mois passés sont faits. C'est ça. Les impacts sont là, donc on ne pourra pas enlever ces impacts-là à votre code de crédit. On ne peut pas corriger les retards. Mais à l'inverse, dès que c'était pris dès le départ, que les gens ont communiqué avec nous, à ce moment-là, ça, c'est tout considéré. Donc là, la cote de crédit ne sera pas impactée par les reports de paiement, les modalités réduites ou quoi que ce soit. Donc, tout ça est pris en considération. Parfait. Bien, merci beaucoup parce qu'aujourd'hui, on voulait vraiment toucher la cote de crédit. Je sais qu'on va avoir plusieurs autres capsules, puis merci d'avance. Je sais qu'on va avoir une capsule spécifiquement dédiée aux jeunes. On va avoir aussi une capsule pour les gens qui ont perdu leur emploi pendant la période de la COVID à venir. On va déterminer les dates. Je vais arrêter l'entrevue ou la formation, voilà, la capsule maintenant. S'il y a des questions, on va pouvoir y répondre un petit peu plus tard. De toute façon, Julie est sur notre page Femmes, Finances, Fitness également. Donc, il y a moyen de répondre aux différentes questions. Je vais juste voir si j'ai d'autres questions qui sont arrivées sur la page directement. Bon, j'en vois pas. Mais merci beaucoup. C'était vraiment une grande préoccupation qu'on avait là, de la cote de crédit. Une dernière petite question. Il y a la SCHL qui a augmenté à 680, je crois, la cote. C'est quoi l'impact pour les consommateurs en ce moment? Avant, on pouvait faire des emprunts à des personnes qui avaient une cote de crédit, une cote de crédit Bacon, c'est la même chose, jusqu'à 600. 600. Par contre, les primes étaient plus élevées. Hein? Pardon? C'est quand même 80 points. On passe de 600 points. à 680. Oui. Okay. Donc, positionnement de la SCHL, on sait que c'est donc un programme gouvernemental qui, depuis le 1er juillet, ont mis à 680. Donc, oui, les personnes qui avaient, je veux dire, une mauvaise gestion de crédit ou qui ne savaient pas, hein, parce que c'est de l'éducation financière, puis des fois, les gens le savent juste pas. À ce moment-là, ça veut dire qu'au niveau de la SCHL, l'emprunt n'est pas possible. Donc, SCHL, c'est des prêts qui sont non conventionnels. Ça veut dire qu'il y a une mise de fonds entre 5 à 20 Au-delà de 20 c'est fait en caisse ou dans l'institution financière. Donc là, c'est nous qui prenons la décision. En fait, c'est encore... Oui. Moi, j'ai eu des cas où les gens pensaient, bon, ben, je ne peux plus faire d'acquisition de propriété. Non, on peut, mais oui, on va devoir mettre un petit peu plus d'argent comme mise de fonds. La SCHL permettait quand même à une plus grande population d'avoir accès au financement hypothécaire à 680. C'est plus ou moins une bonne partie de la population qui peut y accéder. Ouais. Donc, je pense pour les jeunes surtout, je pense vraiment à nos jeunes, c'est le temps de bien gérer sa cote de crédit, bien gérer ses financements, parce que plus tard, les conséquences peuvent être quand même bien importantes. Oui, puis c'est un peu une surprise pour eux de se rendre compte de l'impact souvent qu'on va voir au niveau des jeunes. Ben, il y avait une carte de crédit, puis celui-là, c'est vraiment l'image typique. Puis ben, il payait 2 jours plus tard, fait que toujours en retard. La cote Bacon descend. Pourquoi? Parce que c'est toujours en retard. Limite utilisée fortement sur une carte de crédit. Et voilà, on arrive très facilement à une cote environ dans les 700. Il ne faut pas grand-chose. C'est vraiment quand on a une bonne gestion. C'est important.
Si un jeune a une limite de 1 000 $ sur la carte de crédit et maintient tout le temps 990 versus un autre qui va maintenir en moyenne 500, ça a un impact aussi sur la carte de crédit en tant que telle. Oui, ça a un impact parce que c'est le taux d'utilisation du crédit. Donc, dans la cote BQ, il y a plusieurs choses. Un, c'est est-ce qu'on respecte nos dates de paiement? Deux, est-ce qu'on a toujours la limite top pay? Donc, on est toujours 1000, 1000, 1005, 1010, 1020 parce qu'il y a des intérêts qui embarquent. Des fois, c'est ça qui arrive. Ça a un impact. Donc, oui, des fois, les gens ne le savent pas. Ils font comme, ben, écoute, je paye mon minimum à la date, mais même payer le minimum à la date, c'est toujours top pay. Ça a un impact sur la variation de la cote Bacon. Wow. Julie Picard, merci beaucoup. Puis merci d'être avec nous sur la page. L'éducation financière, c'est extrêmement important tant pour les jeunes que pour nous en général, là, comme adultes. Juste quelques éléments de rappel, ça nous aide à mieux gérer pour le futur. La cote, ben, c'est notre histoire. J'aime beaucoup quand je vais penser à Julie Picard, je vais penser à l'histoire. La cote de crédit, c'est votre histoire et vous pouvez changer votre histoire dès maintenant. Donc, merci beaucoup, Julie Picard, et à très bientôt pour les prochaines chroniques d'éducation financière. Parfait. À la prochaine. Merci.